Désolé de vous le dire, mais vous êtes viré, m'a dit mon PDG, un jour avant que ma prime de 4,2 millions de dollars ne soit due. J'ai juste hoché la tête. 1 heure plus tard, leur avocate principale a lu la clause du contrat que j'avais rédigé. Elle a lentement retiré ses lunettes, a regardé le PDG, a pâli, et a hurlé, « Pierce, dites-moi que vous l'avez payé. » Désolé de vous le dire, mais vous êtes viré. Pierce Hawkins a prononcé ces mots à 18h47 un vendredi, juste au moment où j'examinais les derniers documents de fusion, ce qui devait me rapporter une prime de fidélisation de 4,2 millions de dollars, un jour seulement avant qu'elle ne soit versée sur mon compte. Je m'appelle Braden Walsh. J'ai 47 ans, et j'étais directeur juridique principal chez Apex Thérapeutique depuis 22 ans. Ce qui s'est passé ensuite m'a appris quelque chose de fondamental sur la différence entre être intelligent et être stratégique. J'ai posé mon stylo blanc sur la table de conférence en acajou. Les tapotements rythmiques que je faisais se sont arrêtés net. Je comprends, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Pierce s'attendait probablement à ce que je discute, ou peut-être que je plaide ma cause. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête. Videz votre bureau ce week-end. La sécurité vous escortera vers la sortie. Lundi matin, a-t-il continué, avec ce sourire en coin qui jouait sur son visage. À 38 ans, Pierce pensait avoir toutes les réponses. Fraîchement diplômé d'un MBA de Wharton, fils de l'ancien président du conseil d'administration, il était plein d'idées sur la façon de moderniser notre service juridique, qu'il jugeait dépassé. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. 6 mois plus tôt, j'avais été celui qui avait rédigé les clauses clés concernant le personnel pour notre acquisition de Biogen Solutions d'une valeur de 280 millions de dollars. C'est une procédure tout à fait standard dans les fusions pharmaceutiques. Vous voulez vous assurer que les personnes essentielles restent en poste jusqu'à la conclusion de l'accord, alors, vous intégrez des pénalités en cas de départ. Je l'avais d'ailleurs signalé, dans mon mémo adressé à l'équipe juridique. Le licenciement du personnel désigné déclenche des dispositions de force majeures, ainsi que des protocoles de changement défavorables significatifs. Mais Pierce ne lisait jamais les mémos, rédigés par des dinosaures comme moi. J'avais vu venir le coup, depuis des semaines. Des réunions budgétaires, où mes interventions étaient écourtées. Des sessions de stratégie, auxquelles je n'étais pas invité. La façon dont les conversations s'arrêtaient soudainement. Lorsque j'entrais dans la salle de pause. Quand vous avez fréquenté les environnements d'entreprise aussi longtemps que moi, vous apprenez à lire les jauges de pression, bien avant qu'elles n'atteignent le rouge. Les signes avant-coureurs ont commencé il y a 3 mois. Lorsque Pierce a fait appel à Diane Foster, en tant que conseillère juridique externe. Diane s'était bâti une solide réputation, en rationalisant les services juridiques, juste avant les grandes transactions. Sa première présentation s'intitulait « Optimisation des ressources juridiques, pour une rentabilité accrue ». Du jargon d'entreprise pour dire « licencier les personnes qui coûtent cher ». J'avais déjà connu cette danse, par le passé. Il y a 15 ans, on m'avait refusé le poste d'associé principal dans mon précédent cabinet, parce que je manquais de sens politique. Cela m'a appris à toujours avoir un plan de secours, à toujours intégrer des mécanismes de protection, et à toujours lire les petits caractères, en particulier, les petits caractères que vous avez vous-même rédigés. Après l'université, j'ai commencé comme avocat junior, gagnant 45 000 dollars par an. Je travaillais 80 heures par semaine, je vivais de nouilles ramen et de café, tout cela, pour gravir les échelons de l'entreprise. À 30 ans, je gagnais bien ma vie. À 35 ans, je gérais des dossiers majeurs. À 40 ans, j'étais l'un
des 3 directeurs juridiques principaux chez Apex. Je pensais sincèrement que la loyauté comptait. Je pensais que l'expérience avait une réelle valeur. Pierce m'a appris le contraire. Il avait été embauché 8 mois plus tôt, avec pour mandat de redimensionner les opérations. Le conseil d'administration adorait son énergie, sa perspective nouvelle, et sa volonté de prendre des décisions difficiles. Ce qu'il n'aimait pas, apparemment, c'était de payer des salaires de cadres supérieurs, alors qu'il pouvait embaucher 2 avocats juniors, exactement pour le même prix. Ce vendredi soir-là, après que Pierce a lâché sa bombe, je suis rentré chez moi, dans mon appartement du centre-ville, et j'ai ouvert une bouteille de Cabernet 2018. Mon ex-femme disait souvent que je réfléchissais toujours trop à tout. Peut-être qu'elle avait raison. Mais le fait de trop réfléchir m'avait permis de conserver mon emploi à travers 4 PDG différents, 3 restructurations majeures et 2 ralentissements économiques. J'ai sorti l'accord de fusion. La section 14.7 m'a sauté aux yeux. Désignation du personnel clé. Le langage était d'une clarté absolue. Dans l'éventualité où un membre du personnel désigné, incluant, mais sans illimité, le conseiller juridique principal responsable de la coordination de la diligence raisonnable, serait licencié sans motif valable, dans les 90 jours précédant la conclusion prévue de l'accord, un tel licenciement constituera un changement défavorable significatif, déclenchant les clauses de pénalité, décrites dans l'annexe C. L'annexe C était brutale. Une pénalité de 45 millions de dollars, plus le droit pour Biogen de se retirer complètement de l'ensemble de l'accord. Je m'étais désigné comme conseiller juridique principal, 6 mois plus tôt. Une pratique courante. L'entreprise acquéreuse a besoin d'une continuité absolue dans la supervision juridique. J'avais même envoyé un mémo expliquant cette logique en détail. Pierce avait dû le supprimer, sans même prendre la peine de le lire. Le mémo était détaillé, 3 pages décrivant les facteurs de risque, les stratégies d'atténuation, et les recommandations sur les périodes de remède. J'avais appris à tout documenter, après cette déception concernant mon association, il y a 15 ans. Couvrez vos arrières, protégez votre travail, et assurez-vous que personne ne puisse plaider l'ignorance plus tard. J'avais travaillé sur des dizaines de fusions, au fil des ans. Les acquisitions dans le domaine de la santé, les partenariats biotechnologiques, les accords de licence pharmaceutique, tout cela vous apprend que chaque transaction a ses points de pression, des endroits où le moindre faux pas peut détruire des mois de négociation. Les clauses relatives au personnel clé existent exactement pour cette raison. Biogen n'était pas une de ces startups désespérées de trouver une porte de sortie. C'était une entreprise de biotechnologie très rentable, avec 3 médicaments oncologiques approuvés par la FDA, et un portefeuille de développement, d'une valeur de 500 millions de dollars. Leur conseil d'administration avait été sceptique quant à la fusion, dès le premier jour, trop de risques d'intégration, disait-il, et trop d'incertitudes réglementaires. La clause du personnel clé leur offrait une véritable police d'assurance. Si Apex ne pouvait pas maintenir la stabilité à des postes critiques, Biogen pouvait se retirer proprement, prendre l'argent de la pénalité, et trouver un meilleur partenaire. Le samedi matin, mon téléphone a commencé à sonner. Des avocats juniors m'appelaient, avec des questions paniquées, sur les délais de l'accord. Je les ai laissés aller directement sur la messagerie vocale. Sarah Lawson a appelé. Pour des dates limites de documents, messagerie vocale. Marcus Rodriguez avait besoin d'éclaircissements sur les exigences de dépôt de la FDA, messagerie vocale. Le dimanche après-midi, j'avais 47 appels en absence, en provenance de notre bureau. Je n'ai rappelé absolument personne.
Le dimanche soir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé mon mentor, la juge Patricia Williams, à la retraite. Aujourd'hui, mais toujours aussi vive d'esprit. C'était elle qui m'avait appris à lire les contrats, de la même manière qu'on joue aux échecs. Bradan, tu as la voix de quelqu'un qui vient de découvrir une fuite de gaz. Patricia. Hypothétiquement, si quelqu'un licenciait un membre du personnel clé désigné lors d'une fusion majeure, que se passerait-il? Hypothétiquement, l'autre partie exercerait son droit de retrait, plus vite que tu ne pourrais dire. Changement défavorable significatif, et financièrement, cela dépend de la structure des pénalités. Cela pourrait aller de 10 à 20% de la valeur totale de l'accord. J'ai fait le calcul de tête. 20% de 280 millions de dollars, cela faisait 56 millions. Même mon estimation prudente de 45 millions de dollars serait catastrophique. Lundi matin, 8h23. Je buvais mon café dans ma cuisine, lorsque mon téléphone personnel a vibré. C'était un message texte de Janet Morrison, l'avocate principale de Biogen. Bradan, j'ai appris pour ton licenciement. Conformément à la section 14.7, nous initions les protocoles de changement défavorable significatif. La période de préavis de 72 heures commence maintenant. C'est à ce moment précis que j'ai su que les dominos commençaient à tomber. J'avais travaillé avec Janet pendant 18 mois sur cet accord. Elle était minutieuse, soucieuse du détail, exactement le genre d'avocate qui lit chaque clause 2 fois. Le conseil d'administration de Biogen était nerveux à propos de cette acquisition, depuis le tout début. Trop de risques réglementaires, disait-il. Trop de complexité d'intégration. La clause du personnel clé leur donnait une stratégie de sortie nette, si quoi que ce soit tournait mal. Le fait que Pierce me vire, c'était exactement le genre de problème qu'ils attendaient. Mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro différent, cette fois. Monsieur Walsh, c'est Timothy Parker, du Wall Street Journal. Nous entendons des rumeurs concernant une instabilité chez Apex Thérapeutique, liée à votre récent départ. Avez-vous un commentaire? Comment diable les journalistes étaient-ils déjà au courant? J'ai raccroché, sans dire un mot. D'après mon expérience, quand les journalistes économiques commencent à appeler le lundi matin, au sujet de licenciements survenus le vendredi, c'est que quelqu'un a délibérément fait fuiter des informations. Probablement l'équipe de relations publiques de Biogen, qui prenait de l'avance sur l'histoire. Un autre appel. Celui-ci venait de mon conseiller financier, Greg Matthews. Bradan, que se passe-t-il? Je vois une activité inhabituelle sur le cours de l'action d'Apex. Une baisse de 8% dans les échanges de préouverture. Je ne peux pas parler pour le moment, Greg. Dois-je m'inquiéter pour le paiement de ta prime de fidélisation? J'ai presque ri. Ces 422 millions de dollars étaient probablement le cadet des soucis de tout le monde à ce stade. À 9h15, mon téléphone de bureau a sonné. J'étais toujours chez moi, n'oubliez pas. J'étais censé être en train d'emballer mes affaires. Sous l'escorte de la sécurité, mais l'identifiant de l'appelant affichait le numéro principal d'Apex. Bradan, Dieu merci. C'est Diane Foster. Nous devons parler. Maintenant. La voix de Diane avait perdu toute l'assurance, typique de son rôle de consultante. Fini l'efficacité redoutable qu'elle affichait lors de ses présentations. Elle parlait comme quelqu'un qui venait de découvrir une fuite de gaz dans son sous-sol. Pierce pose des questions sur une certaine clause, quelque chose concernant le personnel désigné. Janet Morrison a appelé ce matin, en parlant de
Changement défavorable significatif. Qu'est-ce que c'est que cette Section 14.7, bon sang? J'ai commencé à tapoter mon stylo contre le comptoir de la cuisine, avec des battements lents et parfaitement mesurés. C'est une disposition de protection du personnel clé, tout à fait standard. Dans les fusions pharmaceutiques, conçues pour empêcher exactement ce qui s'est passé vendredi soir. C'est-à-dire, exactement. Biogen a désormais des motifs valables pour annuler la fusion et percevoir une pénalité de 45 millions de dollars. Silence. Puis, oh mon Dieu, j'ai envoyé un mémo à ce sujet il y a 6 mois, sur les stratégies d'atténuation des risques. L'ensemble de l'équipe juridique était en copie. Pierce n'a jamais mentionné aucun mémo. Bien sûr que non. Pierce ne lisait pas les mémos, écrits par des directeurs juridiques obsolètes. Il était trop occupé à révolutionner les pratiques de notre industrie. Diane, je vais te demander de faire quelque chose. Vérifie l'accord de fusion, section 14.7, sous-section 3. Lis-le, mot pour mot. J'ai entendu des froissements de papier, des cliquetis de clavier, puis une forte inspiration. Oh mon Dieu, tu es désigné comme conseiller juridique principal. Ton licenciement déclenche d'autres froissements. Les dispositions de changement défavorable significatif. Biogen peut exercer son droit de retrait et réclamer des dommages et intérêts de 45 millions de dollars. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une solution de contournement. Une sorte de période de remède. J'ai pris ma tasse de café, remarquant que la température était passée de brûlante à tiède. En termes juridiques, c'est à peu près le temps qu'il faut pour qu'une crise d'entreprise passe de gérable à purement catastrophique. Il y a une période de préavis de 72 heures. Après cela, Biogen peut officiellement résilier le contrat, à moins que le problème du personnel désigné ne soit résolu. Résolu comment? Réintégration du personnel licencié et restauration complète du poste précédent et des responsabilités. Un autre silence, beaucoup plus long cette fois. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans la tête de Diane. Elle calculait les heures facturables, les relations avec les clients, sa réputation professionnelle, tout cela. Suspendu à une clause que j'avais rédigée, pour protéger exactement ce scénario. Bradan, j'ai besoin que tu viennes. Nous devons réparer ça. Je ne travaille plus là-bas, tu te souviens? Pierce l'a dit très clairement. Vendredi soir. C'est plus important que Pierce. Le conseil d'administration ne le sait pas encore. Si Biogen se retire et empoche la pénalité, le cours de notre action va s'effondrer. Nous parlons d'une variation de 325 millions de dollars sur la valorisation globale de l'entreprise. J'ai commencé à tapoter mon stylo un peu plus vite. Le rythme correspondait à mon rythme cardiaque, qui s'accélérait, malgré mon calme apparent. 22 ans de mémoire institutionnelle, et ils ont essayé de la jeter aux ordures. Juste pour économiser sur la masse salariale. Diane, je vais te donner un conseil juridique gratuit, le même conseil que j'ai donné il y a 6 mois, dans ce mémo que Pierce n'a pas lu. La période de remède expire dans 71 heures. Après cela devient une rupture matérielle, sans aucun recours possible. Que veux-tu? C'était la question que j'attendais impatiemment. Non pas. De quoi avais-je besoin, ou que faudrait-il pour réparer cela? Que voulais-je? La différence était primordiale. Je veux parler au conseil d'administration. En communication directe, et sans aucun intermédiaire. Pierce n'acceptera jamais ça. Pierce n'a plus le droit de vote, dorénavant. Nous sommes sur le territoire de l'obligation fiduciaire, maintenant. Le conseil d'administration a des obligations légales,
envers les actionnaires. S'il ne règle pas ce problème, il s'expose à de potentielles poursuites judiciaires. Pendant que Diane se démenait pour organiser le contrôle des dégâts, j'ai pris une douche, et j'ai enfilé mon meilleur costume. Un Armani bleu marine, celui que je portais toujours, pour les dépositions importantes. Si je devais négocier mon retour chez Apex, je voulais avoir l'air de quelqu'un qui valait 4,2 millions de dollars. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain montrait quelqu'un qui s'attendait à ce jour depuis des mois, peut-être même des années. Les cheveux gris sur mes tempes s'étaient multipliés depuis mon divorce, il y a 3 ans. Les rides autour de mes yeux provenaient de 22 ans passés à lire des contrats, sous un éclairage fluorescent. Mais les yeux eux-mêmes semblaient toujours aussi vifs, ils ressemblaient toujours à ceux de quelqu'un qui savait jouer au échec, pendant que les autres jouaient aux dames. J'avais appris quelque chose de fondamental lors de cette déception concernant mon association, 15 ans plus tôt. Dans l'Amérique des entreprises, la loyauté circule vers le haut, mais très rarement vers le bas. Les entreprises presseront chaque once de productivité de leurs employés expérimentés, puis les remplaceront par des alternatives moins chères, dès que cela sera opportun. Mais elles oublient que l'expérience ne consiste pas seulement à savoir comment faire le travail. Il s'agit de savoir où tous les corps sont enterrés. Il s'agit de comprendre quelles clauses, en apparence innocentes, peuvent détruire des accords de plusieurs millions de dollars. Il s'agit de construire des mécanismes de protection qui s'activent précisément au moment où vous en avez le plus besoin. La réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée pour 14 heures, ce jour-là, dans la salle de conférence 12, à l'étage de la direction. J'avais été dans cette pièce des dizaines de fois au fil des ans, mais jamais en tant que consultant. Jamais en tant que personne dont ils avaient désespérément besoin. Au lieu de quelqu'un qu'ils toléraient. Gary Thornton, président du conseil d'administration depuis 8 ans, a ouvert la séance avec la question évidente. Expliquez-moi comment nous en sommes arrivés là. J'ai posé mon stylo Mont Blanc sur la table. Le même stylo, la même table où Pierce m'avait licencié, 72 heures plus tôt. Cette fois-ci, les tapotements étaient délibérés, contrôlés, chaque battement marquant une seconde de plus. Nous rapprochons de la date limite fixée par Biogen. La section 14.72. L'accord de fusion désigne un personnel spécifique, comme étant critique pour la conclusion de la transaction. J'ai rédigé cette section pour nous protéger exactement contre ce qui s'est passé vendredi, une instabilité du personnel, pendant les phases de clôture finale. Pierce, assis à l'autre bout de la table, a essayé d'intervenir. Nous avions parfaitement le droit de restructurer le service juridique. Le poste de Bradan était superflu. Gary a levé la main. La bouche de Pierce s'est refermée net, comme un tiroir de classeur. Continuez, Bradan. La clause comprend des dispositions de pénalité et des protocoles de changement défavorables significatifs. Si le personnel désigné est licencié sans motif valable, dans les 90 jours précédant la clôture, l'autre partie peut exercer son droit de retrait. Et l'impact financier? Une pénalité de 45 millions pour Apex, et Biogen conserve ses 15 millions de dollars de frais de diligence raisonnables. Exposition totale, 60 millions. J'ai entendu la chaise de quelqu'un grincer. Probablement Angela Pearson des ressources humaines, réalisant que son département venait de créer le licenciement le plus cher de toute l'histoire de l'entreprise. Ce n'est pas tout, ai-je continué. Le conseil d'administration de Biogen se réunit jeudi. S'il vote pour la résiliation, l'accord meurt définitivement. Aucune renégociation, aucune extension de la période de remède. Nous perdons toute notre stratégie pour entrer sur le marché de l'oncologie.
La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Les membres du conseil d'administration ont commencé à s'agiter sur leurs sièges, se regardant les uns les autres, avec le genre d'expression que l'on voit généralement dans les salles d'urgence. Le stylo de Gary avait cessé de bouger sur son bloc-notes. Quelles sont nos options? Réintégration légale du personnel licencié. Restauration complète du poste, des responsabilités et de la rémunération. Démonstration de bonne foi et respect de la période de remède. Pierce a finalement retrouvé sa voix. C'est de l'extorsion. Bradan a manigancé toute cette situation. Je me suis tourné pour le regarder directement. Sans colère. Sans suffisance, juste avec la concentration calme que vous développez après 22 ans passés à lire des contrats pour gagner votre vie. Pierce, j'ai écrit un mémo il y a 6 mois, soulignant exactement ce risque. J'ai recommandé des stratégies d'atténuation. J'ai suggéré de négocier une période de remède supplémentaire avec Biogen. Ce mémo a été envoyé à toute l'équipe juridique, y compris à votre bureau. Je n'ai jamais reçu aucun mémo. Diane Foster a ouvert son ordinateur portable. Pierce, j'ai la chaîne de mai, juste ici. Envoyé à votre adresse principale, avec votre assistante en copie, et marqué comme étant de haute priorité. L'accusé de réception montre que vous l'avez ouvert le 15 mars, à 14h33. La pièce est devenue totalement silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement du système de ventilation, ce léger bruit blanc qui remplit les salles de conférence onéreuses, lorsque des erreurs coûteuses sont découvertes. Elisabeth est, membre du conseil, s'est éclaircie. La voix. Pierce, est-ce exact? Je reçois des centaines de mails, chaque jour. On ne peut pas s'attendre à ce que je me souvienne de chaque mémo provenant de chaque département. Ce n'était pas n'importe quel mémo, ai-je dit. Doucement. Il s'agissait de l'évaluation des risques pour notre plus grande acquisition de toute l'histoire de l'entreprise. Le mémo mettait spécifiquement en garde sur les exigences de stabilité du personnel clé. Un autre membre du conseil d'administration, Charles Whitfield, s'est penché en avant. Quelle était la recommandation? 3 options. Premièrement, négocier des périodes de remède prolongées avec Biogen. Deuxièmement, désigner plusieurs employés comme suppléants pour les rôles critiques. Troisièmement, mettre en œuvre des protocoles d'examen obligatoires pour tout licenciement survenant dans les 120 jours précédant la clôture. Et qu'est-il advenu de ces recommandations? Rien. Aucune réponse, aucune mise en œuvre, aucun accusé de réception. Gary a regardé sa montre. Combien de temps nous reste-t-il? 67 heures, jusqu'à ce que la période de préavis de Biogen expire. Et à quoi ressemblerait exactement cette réintégration? C'était le moment précis, auquel je m'étais préparé depuis vendredi soir. Le moment où 22 ans de connaissances institutionnelles se transformaient en un puissant levier de négociation, où la pensée stratégique payait des dividendes. Sur la patience. J'avais passé le week-end à calculer, non seulement ce que je voulais, mais surtout, ce que je valais. La fusion avait mis 18 mois à se structurer. Mon travail sur la conformité réglementaire de la FDA, à lui seul, avait permis à l'entreprise d'économiser des millions de dollars, en retard potentiel. La coordination de la diligence raisonnable que j'avais gérée, impliquait 47 documents différents, et 12 agences réglementaires. Poste de directeur juridique principal, voie d'accès au statut d'associé, contrat de travail de 5 ans avec des protections de licenciement standard, et un ajustement de la rémunération, pour refléter le risque que je prends, en restant pendant cette transition. Quel genre d'ajustement? J'ai ramassé mon stylo, et je l'ai fait rouler entre mes doigts,
comme un chirurgien sélectionnant ses instruments. Le double de la prime de fidélisation. 8,4 millions de dollars, plus une participation au capital de la nouvelle entité fusionnée. Le visage de Pierce est devenu rouge. C'est du vol qualifié. Non, ai-je dit calmement. C'est le prix du marché, pour éviter une perte sèche, de 60 millions de dollars. Elisabeth. Et prenait des notes, frénétiquement. Bradan, aidez-moi à comprendre la pression du calendrier. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement vous remplacer, par un autre directeur juridique qualifié? Le conseil d'administration de Biogen m'a spécifiquement approuvé, comme conseiller juridique principal, après un processus de diligence raisonnable de 8 mois. Ils m'ont rencontré personnellement. Ils ont passé en revue mes antécédents, en matière de transactions pharmaceutiques. Ils ont validé ma supervision, concernant leur formule de médicaments exclusive, et leurs données d'essais cliniques. J'ai fait une pause, pour laisser cette information faire son effet. Me remplacer nécessiterait l'approbation du conseil d'administration de Biogen, pour le nouveau candidat. Ce processus prend généralement, de 4 à 6 semaines. Nous n'avons que 67 heures. Charles Whitfield s'est adossé à sa chaise. Donc, nous sommes essentiellement pris au piège. Nous sommes dépendants opérationnellement, pour assurer la continuité, ai-je corrigé, ce qui est exactement la raison pour laquelle les clauses de personnel clé existent. Angela Pearson a pris la parole, pour la première fois. Qu'en est-il de l'autorité de Pierce, à prendre des décisions en matière de personnel? Sommes-nous en train de créer un précédent, où les licenciements peuvent être contestés de cette manière? Pierce avait l'entière autorité pour me licencier, ai-je répondu, mais l'autorité et la sagesse sont deux choses bien différentes. Personne n'a remis en question son droit de me licencier. La question est de savoir si quelqu'un s'est interrogé sur les conséquences. Gary tendait déjà la main vers son téléphone. Angela, rédiger un accord de réintégration. Diane, appelez Biogen, et demander une prolongation de 24 heures de leur période de préavis. Dites-leur que nous sommes en train de résoudre le problème de personnel. Et moi alors? A demandé Pierce, d'une voix beaucoup plus faible. Le ton de Gary avait changé, il n'était plus collégial, mais ressemblait davantage à celui d'un président de conseil d'administration, s'adressant à quelqu'un qui venait de coûter 45 millions de dollars à l'entreprise. Pierce, vous travaillerez avec les RH, sur un plan de transition. Nous discuterons du calendrier en privé. C'était tout. Pas de confrontation dramatique, pas de dispute éclatante dans la salle du conseil, juste l'efficacité silencieuse du contrôle des dégâts, lorsque ces dégâts se chiffrent à 8 chiffres. La réunion a duré 3 heures. À 17 heures, j'avais une lettre de réintégration signée. À 18 heures, Diane avait négocié une prolongation de 48 heures, avec Biogen. À 19 heures, le communiqué de presse était rédigé, annonçant ma promotion au poste d'associé principal, et de directeur juridique. Pierce est resté encore 6 semaines, puis a démissionné, pour poursuivre d'autres opportunités. Le conseil d'administration a embauché un nouveau PDG, doté de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, quelqu'un qui prend la peine de lire les mémos. 3 semaines plus tard, j'étais de retour dans mon bureau. Le même bureau, la même vue sur les toits du centre-ville, mais avec des cartes de visite, bien différentes. Bradan Walsh, associé principal et directeur juridique. La fusion avec Biogen s'est conclue, dans les délais impartis. Ma prime de fidélisation est arrivée sur mon compte, exactement au moment prévu. Bien qu'assortie de quelques multiplicateurs intéressants. Ces 8,4 millions de dollars m'ont fait un effet différent, de ce à quoi je m'attendais.
Non pas à cause du montant en lui-même, mais à cause de ce qu'il représentait. Pendant 22 ans, on m'avait payé pour mon temps, mon expertise et ma disponibilité. Ce paiement, c'était pour toute autre chose. C'était une compensation, pour être devenu essentiel, plutôt que d'être simplement remplaçable. Ma première décision a été d'embaucher 2 directeurs juridiques principaux supplémentaires. Pas de jeunes avocats sortant tout juste de l'école de droit, mais des professionnels expérimentés, qui comprenaient les réglementations pharmaceutiques, la conformité avec la FDA, et la grande complexité des fusions. Des personnes capables de lire des contrats comme on joue aux échecs, et de repérer les problèmes, bien avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. La deuxième recrue fut Jennifer Rodriguez, 51 ans, ancienne avocate générale adjointe chez Merck, avec 18 ans d'expérience, dans les partenariats en oncologie. Le troisième fut David Campbell, 48 ans, qui avait passé 15 ans à naviguer dans les acquisitions biotechnologiques pour Johnson & Johnson. Tous deux exigeaient des salaires importants. Tous deux valaient largement, chaque centime de ce qu'on les payait. Nous construisons une redondance institutionnelle, ai-je expliqué à Gary Thornton, lors de notre réunion mensuelle du conseil d'administration. Plus jamais une seule personne ne devrait détenir les clés d'une transaction de 280 millions de dollars. Gary a hoché la tête, avec approbation. Qu'en est-il de la planification de la succession? Chaque accord majeur exige désormais plusieurs employés désignés. Une couverture primaire, secondaire et tertiaire. Si quelqu'un se fait renverser par un bus, nous ne perdons pas la transaction. Les nouveaux protocoles que j'avais mis en place étaient complets, des évaluations obligatoires des risques, pour tous les changements de personnel survenant dans les 120 jours suivants des clôtures majeures, des exigences de validation par la direction, pour tout licenciement affectant des transactions en cours et des normes de documentation, qui rendaient l'ignorance des mémos virtuellement impossible. Le remplaçant de Pierce était le docteur Margaret Stevens, 54 ans, ancienne PDG de 2 entreprises pharmaceutiques florissantes. Notre première réunion a duré 4 heures. Elle a lu chaque mémo que j'avais écrit au cours des 2 dernières années, absolument tous. Bradant, je veux comprendre quelque chose, m'a-t-elle dit, au cours de notre 2e semaine de collaboration. Comment Pierce a-t-il pu passer à côté du problème de la section 14.7? Il a privilégié la réduction des coûts, au détriment de la continuité opérationnelle, une mentalité classique de MBA. Réduire les dépenses, sans comprendre les mécanismes de protection des revenus, que l'on est en train de démanteler. Et vous avez vu venir tout cela? J'ai construit ce mécanisme de protection, précisément parce que je l'avais vu venir. La question n'était pas de savoir s'ils essaieraient de remplacer des gens expérimentés par des alternatives moins chères. La vraie question était de savoir s'ils le feraient au pire moment possible. Le docteur Stevens s'est adossé à sa chaise. Vous avez donc conçu la sécurité de votre propre emploi. J'ai conçu la sécurité de la transaction. La sécurité de mon emploi n'était qu'un avantage secondaire. Au cours des mois suivants, j'ai observé l'industrie avec une grande attention. 3 autres entreprises pharmaceutiques ont tenté des mesures de réduction des coûts similaires, lors d'acquisitions majeures. 2 d'entre elles ont déclenché des clauses de pénalité. L'une des transactions s'est complètement effondrée, coûtant à l'entreprise acquéreuse 89 millions de dollars, en synergie perdue, et en paiement de pénalité. Les publications spécialisées ont commencé à l'appeler le « protocole Walsh », des clauses de protection du personnel clé, conçues pour empêcher que les licenciements au niveau de la direction ne détruisent des transactions de plusieurs millions de dollars.
les cabinets d'avocats ont commencé à commercialiser des dispositions similaires auprès de leurs clients. J'ai commencé à recevoir des invitations pour prendre la parole lors de conférences de l'industrie. Ma première présentation a eu lieu au symposium annuel sur les fusions et acquisitions de l'American Bar Association. Le sujet, protéger la mémoire institutionnelle dans les transactions complexes. Le public était composé de 300 avocats, banquiers d'affaires et dirigeants d'entreprises. L'âge moyen devait probablement se situer autour de 52 ans. Combien d'entre vous ont vu des entreprises licencier des employés expérimentés, juste avant des clôtures majeures? Ai-je demandé en ouverture. Environ 80% des mains se sont levées. Combien ont vu ces licenciements causer des problèmes de transaction? Moins de mains, mais un nombre toujours significatif, peut-être 40%. Combien ont vu ces problèmes coûter plus cher que les économies de salaire générées par les licenciements? Une douzaine de mains. Mais, cette douzaine représentait des entreprises qui avaient appris des leçons très coûteuses. Ma présentation s'est concentrée sur la mise en œuvre pratique, plutôt que sur la théorie purement juridique. Comment identifier le personnel critique, comment structurer les clauses de protection, et comment équilibrer la gestion des coûts, avec la continuité opérationnelle. Les retours ont été massivement positifs. 6 mois plus tard, j'ai été invité à rejoindre le conseil d'administration de Therapeutic Consolidated, une entreprise pharmaceutique de 2 milliards de dollars, basée à Boston. La lettre du président mentionnait mon approche novatrice en matière de gestion des risques transactionnels. La rémunération était de 150 000 $ par an, pour des réunions trimestrielles et des consultations stratégiques. L'ironie de la chose ne m'a pas échappé. Pierce m'avait licencié pour économiser de l'argent sur les salaires juridiques. Maintenant, je gagnais plus. Avec mes postes au conseil d'administration et mes honoraires de conférencier, que je n'avais jamais gagné en tant qu'employé. Ma rémunération annuelle totale avait augmenté de 180%, mais l'argent était devenu secondaire face à quelque chose de bien plus important, le respect, la reconnaissance que l'expérience et les connaissances institutionnelles ont une valeur mesurable. La reconnaissance que la sagesse accumulée sur des décennies ne peut pas être remplacée par de l'enthousiasme et de nouvelles perspectives. Mon ex-femme m'a appelé un soir, après avoir vu un article sur moi, dans le Financial Times. Bradan, tu as l'air différent, plus confiant. Je me sens différent. J'ai passé 20 ans à penser que la sécurité de l'emploi venait du fait d'être irremplaçable. Il s'avère qu'elle vient du fait d'être évaluée à sa juste valeur. Quelle est la différence? Être irremplaçable fait de vous un point de défaillance unique. Être évalué à sa juste valeur fait de vous un actif qu'il vaut la peine de protéger. L'intégration de Biogen s'est achevée, 8 mois après la conclusion de la fusion. L'entreprise combinée possède désormais 4 médicaments oncologiques approuvés par la FDA et un pipeline de développement d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. Ma participation au capital de l'entité fusionnée s'est déjà appréciée de 2,3 millions de dollars. J'ai gardé ce stylo, ce même Mont Blanc que je tapotais tout au long de la crise. De nos jours, je l'utilise pour signer des accords de partenariat et des documents d'action. Le rythme est différent, maintenant, il est plus confiant. Et beaucoup moins calculateur. Le docteur Stevens et moi avons développé ce qu'elle appelle des protocoles de préservation de la mémoire institutionnelle, une documentation détaillée de toutes les décisions majeures, des exigences de formation croisée pour les fonctions critiques, et une planification de la succession, qui s'étend bien au-delà des personnalités individuelles. Nous ne nous protégeons pas seulement contre les licenciements, a-t-elle expliqué au conseil d'administration le mois dernier, nous nous protégeons
Contre la perte de connaissance, la rupture des relations et la discontinuité. Opérationnel. L'industrie pharmaceutique l'a remarqué. Apex Therapeutics est désormais considéré comme un modèle absolu en matière de gestion des transactions et de stabilité du personnel. Nos taux de rétention des employés sont 23% plus élevés que la moyenne de l'industrie. Notre taux de réussite dans la conclusion des accords est de 94%. Écoutez, si vous avez plus de 45 ans et que vous travaillez dans le monde de l'entreprise américaine, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Votre entreprise vous remplacera dès que cela deviendra opportun, peu importe votre loyauté, vos performances, ou votre mémoire institutionnelle. Ce n'est pas du cynisme, c'est la réalité des affaires. Mais voici ce qu'il n'enseigne pas, dans les écoles de commerce. L'expérience a une valeur stratégique, qui s'étend bien au-delà des opérations quotidiennes. Vous comprenez des conséquences, que les employés plus jeunes ne peuvent absolument pas anticiper. Vous avez bâti des relations, qui ont pris des décennies à s'établir. Vous savez où sont enterrées les mines terrestres opérationnelles. La clé, c'est de convertir cette expérience en moyen de pression, avant même d'en avoir besoin. Construisez des mécanismes de protection, pendant que vous êtes encore apprécié. Documentez vos connaissances institutionnelles, pendant que vous êtes encore employé. Créez des dépendances opérationnelles, qui rendent votre départ coûteux, plutôt que pratique. N'attendez pas la réunion de licenciement, pour découvrir ce que vous valez. Établissez-le pendant que vous avez encore un véritable pouvoir de négociation.